et bienvenue dans Petites Étincelles. Aujourd'hui, j'accueille un homme qui aime les animaux, la terre, la campagne et la ville. Un homme qui a voyagé, qui s'est consacré aux autres. Il a créé aussi la ferme d'Anjou, une ferme solidaire d'animation. Le but étant aussi de rendre l'alimentation durable, accessible aux jeunes des milieux défavorisés. Je vous présente Jonathan Depatoul, qui est aussi député bruxellois des filles, mais qui est surtout un citoyen qui veut faire du bien. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors peux-tu s'il te plaît me dire d'où viens-tu, qui es-tu, quel âge as-tu? Alors moi je viens de Woluwe et Saint-Pierre, j'ai 37 ans, je suis vétérinaire de formation et aujourd'hui mais j'ai un petit peu changé ma trajectoire et je suis parti en politique et j'ai été élu député bruxellois aux dernières élections. On va peut-être pas parler de politique, mais on sait qui tu es, ce qui est intéressant de toute façon. On va retracer un peu ton parcours de vie, ton jeune parcours de vie, mais tu as fait déjà beaucoup de choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce que tu as fait pour les autres. Tout ça, tout ce que tu mets en place. T'étais où à l'école, en secondaire, en primaire? J'étais à l'école en primaire à Materdei, à Woluwe-Saint-Pierre, près de là où j'ai toujours habité. Et puis en secondaire, je suis parti à l'école de Saint-Boniface à Ixelles, près de Matongué. Ensuite à l'université, j'étais 3 ans à l'université catholique de Louvain pour faire à l'époque on disait les bacs, en sciences vétérinaires et puis j'ai terminé à l'université de Liège, puisque c'est la seule université francophone qui permet la fin du cursus, vétérinaire. Alors petit, tu rêvais déjà d'être vétérinaire? Comment ça t'est venu? J'ai toujours adoré les animaux, donc on avait des poules à la maison, je passais mes week-ends dans le poulailler, à courir derrière les poules. Et j'avais toujours eu cette idée, oui, de devenir vétérinaire, et plus particulièrement même vétérinaire sans frontières. Mais j'avais un peu, peut-être une mauvaise image de ce que c'était. Je m'imaginais au milieu de la brousse à soigner les zébus. Mais c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. J'ai toujours voulu partir en Afrique plus particulièrement. Et c'est pour ça que j'ai commencé ces études. Alors, tes parents, ton papa étaient plutôt dans la politique. Donc mon père a toujours été dans la politique. Il a été député bruxellois depuis la création de la région bruxelloise. Ma mère est enseignante, alors c'est vrai qu'on a toujours parlé beaucoup politique à table. Pas beaucoup spécialement animaux ou agriculture, c'est pas tout à fait dans la famille, mais c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, que ce soit les animaux, mais aussi la terre. Donc depuis mes 12 ans, j'ai un petit potager à la maison. Et j'ai toujours trouvé ça euh, en fait, magnifique de faire simplement pousser des légumes ou d'élever quelques lapins. Voilà, ça m'a toujours intéressé. Tu sais d'où ça te vient, ça, au plus profond de toi? Mais très franchement, non, je ne sais pas. C'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Cet amour pour les animaux, aussi un petit peu cet altruisme et cette façon d'être bien dans la nature, entouré oui, des arbres, des plantes, des bruits des animaux, des oiseaux. Mais vous habitiez en ville. Oui, on habite en ville, on a toujours habité à Bruxelles, mais je dois quand même dire qu'on est assez privilégié puisqu'on habite dans des quartiers assez verts de Woluwe-Saint-Pierre. Et donc, bon, moi, me suis toujours relevé le matin avec le chant des oiseaux, malgré le fait d'être en ville. Alors, du coup, tu arrives à l'UNIF comme vétérinaire. Comment ça se passe? Eh bien, au début, ça se passe pas super bien parce que les études sont quand même difficiles. J'ai jamais été un grand studieux. Je suis dyslexique très fort, et donc pour moi, ça a été très compliqué de prendre le rythme universitaire. D'autant plus que j'avais fait latin-grec à l'école à Saint-Boniface, ce qui était intéressant, mais ce qui ne préparait pas beaucoup à la première médecine, puisque c'est la même que la première vétérinaire, plus ou moins. Donc j'ai raté ma première, donc j'ai passé par des moments de doute en me disant: «Mais comment je vais y arriver? Ça c'est compliqué». Et d'un autre côté, je me disais: «Mais si j'y arrive pas, qu'est-ce que je vais faire?» Parce que j'avais vraiment cette envie de devenir vétérinaire. Et je dois dire que mes parents m'ont beaucoup aidé. Ma mère a été fort derrière moi pour me soutenir, pour m'encourager, m'accompagner dans ces études. Et une fois que les premières années sont passées, je veux dire les 2 premières années, ça n'a pas continué à être simple, mais ça allait parce que j'ai pris les rythmes universitaires, on comprend mieux comment les professeurs interrogent, comment est-ce qu'on doit se préparer. Donc j'ai toujours dû beaucoup travailler, mais me suis aussi beaucoup amusé à l'université. Et à côté de ça, j'étais toujours dans les mouvements de jeunesse et ce genre de choses, ce qui m'a permis de tenir, je pense d'ailleurs.
Est-ce qu'on peut dire que ça forge, que ça aide, partage? Les mouvements de jeunesse, oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose que je pense que c'était une expérience tout aussi importante que le fait d'avoir un diplôme universitaire à la fin. Bon, je parle ici des mouvements de jeunesse, mais il y a les quotas projets dans lesquels j'étais aussi, toutes sortes de projets. C'est quoi les quotas projets? Les quotas projets, donc bon, un quota étudiant, mais au niveau de l'université, ici c'était à Louvain-la-Neuve, et en fait on habite là en tant qu'étudiant, mais on partage aussi un projet commun. Donc dans mon cas, j'ai partagé un projet, le projet GRAT, c'est une ASBL qui s'occupe de personnes handicapées mentales, et donc on organisait des activités avec des étudiants, mais aussi avec des handicapés, pour un petit peu voilà, partager, montrer aussi à d'autres que ces personnes finalement ne sont pas si différentes que nous, et que quand on a passé un petit peu la barrière de l'handicap, on passe des moments très agréables ensemble. Et donc on organisait ça tout au long de l'année. Et alors il y a une multitude de quotas projets avec plein de projets différents, des projets sportifs, des projets culturels, des projets même de cuisine, d'échange, etc. Et ta dyslexie, tu as pu la travailler, la soigner? J'ai beaucoup travaillé ma dyslexie quand j'étais petit, donc j'ai passé mes samedis chez la logopède. Ça, c'est vraiment un souvenir assez marquant que j'ai. Mes parents qui me déposent le matin, les samedis matins, qui me reprennent en début d'après-midi. Donc j'ai beaucoup travaillé par rapport à ça. Et ce qu'on m'a toujours dit, c'est qu'en fait, les dyslexiques, ils développent d'autres forces, puisqu'ils ont des difficultés voilà, dans certaines thématiques. Ou voilà, pour moi, j'ai relu une fois une lettre que j'avais envoyée à mes parents quand j'étais chez les Louveteaux. Eh bien, j'étais un peu horrifié de voir comment j'écrivais, même à 10-12 ans. Je confondais les F et les V, les ch, les g. C'était difficile. Et donc, je crois que j'ai développé d'autres capacités, d'autres aptitudes qui m'ont permis de surmonter un peu cette difficulté. Et puis, bon, ma mère est prof de français, donc elle a quand même été fort derrière moi au début pour m'accompagner là-dedans. Et quand tu es parti à Liège, t'as coté du coup à Liège? Oui, oui, j'ai coté à Liège. À Louvain-la-Neuve, au début, je faisais la navette. Et puis j'ai coté une année dans le quota projet. Et à Liège, j'ai coté mes 3 ans parce que bah oui, ça commence à être plus loin, donc c'est compliqué de faire l'aller-retour. Et puis c'est vrai que la vie étudiante est sympathique aussi, donc c'était chouette. Par contre, je sais, parce que j'ai une amie qui avait repris des études en vétérinaire, c'est quand même des études assez complexes. Et puis, il y a quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai appris que les vétérinaires étaient la profession, je crois qu'il y avait le plus de suicides après les policiers. Oui, tout à fait. Donc C'est c'est dû vrai. à quoi? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que on doit quand même dire qu'on est beaucoup à avoir certaines désillusions après les études. On s'imagine sauver le monde, sauver les animaux, voilà, arriver peut-être un petit peu comme des héros, je sais pas. Et finalement, on se retrouve devant la réalité qui est dure. L'air de rien, en fait, bon, je veux pas comparer, mais je pense on est tout aussi compétent que des médecins. Mais en fait, la grande différence, c'est que la médecine, elle est remboursée. Et les vétérinaires, c'est pas le cas. Et donc, on est devant des réalités qui sont parfois compliquées à gérer, qui sont dures à gérer. On se retrouve souvent à devoir gérer, en fait, plus le propriétaire que l'animal. On n'est pas spécialement formé pour ça. Au niveau rural, donc il faut distinguer évidemment un vétérinaire de ville, vétérinaire de campagne. Moi, j'ai plutôt travaillé à la campagne. Il y a un stress permanent au niveau de l'agriculture, puisque les agriculteurs n'arrivent plus à vivre correctement ou dignement de leur production. Ça s'en ressent évidemment sur une série d'acteurs qui travaillent avec les agriculteurs, dont le vétérinaire, qui arrive souvent en dernier recours, parce que on a déjà essayé plein de choses et ça ne va pas. Donc on appelle le vétérinaire. On est souvent sur des situations d'urgence, de stress en pleine nuit. Et donc, c'est pas évident à gérer. Et puis, il y a un deuxième aspect, je pense, qui est important, c'est qu'on est une des seules professions à pouvoir donner la mort, on a le droit d'euthanasier les animaux, on a accès aux produits qui donnent la mort. Et donc, cette réflexion par rapport à la vie, la mort, même si il y en a qui vont peut-être dire que ce ne sont que des animaux, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est particulier à notre profession. Alors, une pression assez importante d'un côté, et puis cette notion de vie et de mort. Et donc, je crois que ce sont des facteurs qui influencent et qui malheureusement n'influencent pas toujours dans le bon côté des choses. Et donc, comme tu disais, au niveau formation, vous avez de la psycho, etc. ou pas par rapport aux gens? Parce qu'effectivement, pas longtemps, j'ai malheureusement dû faire euthanasier mon chat. Bon, j'ai un vétérinaire aussi qui est génial, mais je me dis, il y a un rapport qui est... C'est compliqué, effectivement.
On n'a rien du tout par rapport à ça, ou en tout cas moi je n'ai rien eu comme formation par rapport à ça, d'où l'importance aussi de tout ce qu'on peut faire à côté des études, hein. Je parlais des mouvements de jeunesse, mais c'est aussi là que j'ai appris l'empathie, l'écoute, la réflexion, le partage. Et donc oui, c'est un problème. Alors il y a toujours bien un petit séminaire de 2 heures sur les 6 ans de cursus, mais c'est pas du tout suffisant. On a des stages quand même, on a des stages qui nous permettent d'appréhender un petit peu cet aspect-là. Mais c'est sûr que je crois que c'est pas suffisant. Un des premières choses qui m'a frappé en tant que jeune vétérinaire, alors on me prenait toujours pour le stagiaire parce que je suis un peu plus jeune. Je suis arrivé, c'était en pleine crise du lait en Bretagne en 2009. Donc on avait des éleveurs qui m'expliquaient qu'ils travaillaient 7 jours sur 7, puisque c'est le lot de quasi tous les éleveurs, 365 jours par an. Et à la fin du mois, c'est même pas qu'ils ne gagnaient pas d'argent, c'est qu'ils en perdaient. Donc ils perdaient 3 000 € par mois. Et ils étaient dans des situations dramatiques. Alors que finalement, c'est eux qui doivent nourrir la population, mais ils ne gagnent pas d'argent pour nourrir les gens. Donc il y a quand même des questions à se poser. Et donc j'arrive dans une ferme pour vacciner, parce qu'en plus il y avait une crise sanitaire une maladie qui s'appelle la langue bleue. Donc il fallait vacciner tous les troupeaux. J'arrive pour vacciner, et l'éleveur me dit bon, mais moi je vais me mettre la corde autour du cou. Et donc moi j'avais 25 ans, je n'étais pas préparé à ça. Et je me suis dit, ça a vraiment été un choc, qui a d'ailleurs nourri beaucoup de réflexions par la suite. Mais je me suis dit, comment ça se fait que ces personnes qui doivent nous nourrir enfin, se suicident, en fait. Boum, effectivement. Ensuite, de là, tu as fait quoi en fait? Mais une fois que donc j'ai commencé à travailler, j'avais envie d'avoir une expérience en tant que vétérinaire de terrain, parce que l'université, c'est beaucoup de livres, c'est très intéressant, mais c'est pas très pratique. Surtout, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on était un peu trop d'étudiants par rapport à la possibilité d'exercer de la pratique à l'université. Donc ça me paraissait important d'avoir une expérience de terrain. Évidemment aussi, je ne vais pas me le cacher, un peu d'indépendance financière par rapport à mes parents, de pouvoir un petit peu voler de mes propres ailes. Donc j'ai travaillé pendant plus ou moins 2 ans dans différentes cliniques vétérinaires, principalement en France, donc en Bretagne, le Pas-de-Calais et dans les Ardennes françaises. Et pourquoi en France? En fait, c'est très simple, c'est beaucoup plus facile de commencer à travailler en tant que jeune vétérinaire en France, parce qu'il y a des structures vétérinaires qui sont plus, entre guillemets, performantes, dans le sens elles sont plus développées. Et donc c'est plus facile de venir travailler parce qu'on me prêtait la voiture, le matériel. J'étais engagé dans la clinique vétérinaire, j'avais six ou sept autres collègues, confrères, qui pouvaient m'aider en cas de besoin, parce que c'est vrai que la première césarienne à 3 heures du matin, on est content de pouvoir téléphoner au cas où ça se passe mal. Ça s'est très bien passé pour ma part, en tout cas la première. Et donc voilà, c'était plus facile de démarrer comme ça, tout en sachant bien que je ne comptais pas spécialement rester là-bas. Alors moi, mon rêve au tout début, c'était d'être vétérinaire pour les petits animaux en ville. Pour finir, j'étais vétérinaire pour les gros animaux à la campagne, en France. Et puis, de fil en aiguille, j'avais toujours cette idée de partir, voilà, de voir dans le monde comment ça se passe, de comprendre aussi les réalités ailleurs. Mes parents m'ont toujours beaucoup ouvert à la multiculturalité. On a toujours beaucoup voyagé en famille. Alors, c'était souvent en Europe, hein, c'était pas toujours très loin, mais voilà, on partait pendant un mois à gauche, à droite. Ça a toujours été une belle ouverture, et donc j'avais vraiment cette envie, toujours ancrée en fond de moi comme un rêve, d'être vétérinaire sans frontières, comme je disais. Et j'ai commencé à me renseigner en même temps que je travaillais et que j'accumulais un peu d'expérience pour me dire, mais finalement, ok, mais comment partir? Est-ce que je suis légitime pour partir? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Est-ce qu'il y a finalement, oui, mais est-ce qu'il y a pas des vétérinaires là-bas qui sont sûrement très compétents? Qu'est-ce que moi je peux leur apporter? Moi, Jonathan, le petit vétérinaire qui n'a pas non plus une grande expérience, le petit belge, voilà. Et j'ai fait une formation à la coopération technique belge. Bon, à l'époque, hein, ça s'appelait la CTB, maintenant ça s'appelle ENABEL, je crois. Et c'était très intéressant parce que j'ai abordé toute une série de thématiques que j'avais évidemment pas du tout abordées dans un cursus de vétérinaire. Donc c'était de la sociologie, de l'anthropologie, de l'économie, et des questions que je m'étais jamais vraiment posées. Mais finalement, pourquoi est-ce que l'Afrique, qui est si riche, est si pauvre? Et donc, et finalement aussi nous dire, mais tiens, quand tu penses à l'Afrique, tu penses à quoi? Et alors on se rend compte de tous les stéréotypes qu'on a, on se rend compte ben oui, on se pose des questions sur ce qu'on peut vraiment apporter, est-ce qu'on a quelque chose à apporter, comment faire en sorte que finalement on puisse être vraiment utile.
Et donc toutes ces questions, je vais commencer à me les poser. Ça m'a pris 1 an, 2 ans voilà. Et puis j'ai trouvé une ONG française qui envoie des volontaires. Puisqu'en fait, au début, je m'étais dit, bon, ben, Vétérinaires sans frontières, c'est une ONG qui existe, je vais postuler, ça va être super. Mais en fait, il faut de l'expérience, et je l'ai compris par après, mais ça n'a pas beaucoup de sens d'envoyer un vétérinaire comme ça qui n'a aucune expérience de l'interculturel, de pays du Sud, et même très peu d'expérience au niveau professionnel ici en Europe. Et bah voilà, donc je suis parti avec une ONG qui envoie des jeunes volontaires, des jeunes et des moins jeunes même, et qui croisent un petit peu des CV qu'ils ont ici en Belgique, en France, en Europe de manière générale, avec des demandes qui viennent de partenaires du Sud. Et c'est parfois très simple, où des partenaires disent, ben voilà, nous, on a un problème pour gérer la comptabilité, on cherche quelqu'un qui a une compétence et qui peut former quelqu'un sur place, donc dans une idée de transfert de compétences. Ce qui est super important, parce que si on part là-bas en se disant, ben oui, moi je vais si on part un peu pour soi, en se disant, moi, je vais apprendre, etc. Je vais Mais changer le je vais monde. changer le monde, mais qu'une fois qu'on est parti sur place, on fait sûrement des chouettes choses, et on fait avancer un petit peu, un peu tout ça. Mais une fois qu'on est parti, il n'y a plus rien qui se passe, ça vaut pas la peine. Donc il faut vraiment concevoir ça comme un échange, comme un partage, comme une expérience où on va y gagner les uns comme les autres. Et aussi comme dans une idée de dire, mais l'idéal, c'est que c'est qu'on ne doive pas envoyer comme ça des Européens avec un CV, avec des compétences, et que là-bas, sur place, ils puissent le faire d'eux-mêmes. Et il y a beaucoup de compétences sur place. Et il y a surtout beaucoup de connaissances que nous, on n'a pas. Parce que on peut se dire, bah oui, et j'ai plein d'anecdotes, hein, de bêtises au début que j'ai faites, ou des petites réflexions où je me suis dit, bah, t'es trop bête, pourquoi t'as été dire ça? Et en fait, c'est parce que j'avais pas le recul suffisant. Donc je me suis posé un peu toutes ces questions, et je suis parti avec une ONG française, hein, qui envoie des volontaires. Et donc un jour, je me souviens très bien de ce moment, j'ai suivi des formations avec eux, et on rentre dans un processus où on se met un peu au service. Et donc c'est pas de dire je veux aller là-bas, je veux faire ça. Non, on dit ben voilà, moi j'ai des compétences, je suis vétérinaire. Par ailleurs, j'ai aussi animé beaucoup d'enfants dans le cadre de mouvements de jeunesse. Voilà, j'ai fait plein de choses. J'aimerais bien partir, me mettre au service. Est-ce que vous avez une possibilité pour moi? Et donc ils m'ont rappelé, un jour, j'étais dans le bus, le 80 qui allait à Montgomery, pour tout dire. Et on m'a appelé, bon, voilà, salut Jonathan, on a un petit peu, on se connaissait, donc on est d'accord que tu partes avec nous, et on te propose de partir à Madagascar comme vétérinaire dans une ferme pédagogique. Une ferme pédagogique qu'on entend là-bas, c'est une ferme de formation pour des paysans. Donc évidemment, moi, première chose que j'ai fait, j'ai été sur Internet, Madagascar, et là je me suis dit, waouh, c'est beau comme pays. Ça avait l'air pas mal. Évidemment, c'était pas du tout ça qui était intéressant, même si ça l'est aussi. Mais voilà, c'était le début d'une grande aventure. Et donc, quelques mois plus tard, donc j'ai démissionné de mon boulot dans les Ardennes, et je m'envolais pour Tana. Et t'avais quel âge? J'avais 27 ans. Donc, je suis parti de mes 27 à mes 29 ans, 2 ans. A priori, sans revenir. C'était un peu le deal. Pour finir, je suis quand même rentré au bout d'un an et demi parce que mon frère s'est marié, donc voilà, c'était quand même difficile de ne pas revenir. Et c'était une expérience qui était, je crois, pour moi, extraordinaire, qui a nourri et qui nourrit encore toute une série de réflexions sur ma conception de la société, sur ce que j'ai envie de pouvoir donner, ou de faire pour la suite. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-bas en arrivant justement? Hum, Alors, en arrivant, je crois que ce soit à Madagascar ou en Afrique de manière générale, hein, quand on y va, c'est les odeurs, c'est les paysages, tout ça est directement très marquant. Moi je me sens bien en arrivant comme ça là-bas. Alors après, évidemment, ce qui est très marquant, malheureusement, c'est quand même la pauvreté. C'est vrai que c'est les enfants avec des gros ventres dans les villages, où on voit que manifestement, à cause de malnutrition, ben, ils ont parfois des déformations au niveau des jambes, des choses comme ça. D'un autre côté, c'est très simpliste ce que je vais dire, et j'aime pas beaucoup dire ça parce que ça porte un peu à confusion, mais il y a quand même aussi des sourires, une joie de vivre qui existe, voilà, c'est une certaine ambiance qui est tellement différente de chez nous, mais qui cache malheureusement aussi beaucoup de misère. Et donc ça, il faut vraiment en être conscient pour pas simplement dire, ben, c'est vrai, ah, mais ils n'ont rien, mais ils sourient. Oui, mais ils sourient, mais ils n'ont rien. Donc voilà. Mais ils ont un autre rapport effectivement au bonheur et au moment présent, je pense aussi.
Alors à ça, l'avenir, oui, etc. Je crois que moi qui vais beaucoup en Afrique, on voit ça aussi. et c'est quelque chose que j'ai vraiment appris là-bas, c'est profiter du moment présent. Et en fait, c'est pas du tout négatif ce que je vais dire, mais c'est apprendre à ne rien faire. Tout à fait. Et moi, je me suis retrouvé, je suis quelqu'un d'assez actif, et je me suis retrouvé mes week-ends, parfois, à n'avoir, enfin, parfois, non, très souvent. Donc j'étais au milieu de la brousse, hein, on avait l'électricité quand ça sautait pas, l'eau quand il y en avait, Internet quasi jamais, le réseau, il fallait le chercher pour aller téléphoner un peu plus loin. Et donc, je me retrouvais comme ça les week-ends. Donc, on travaille du lundi au samedi midi. Et le week-end, bon, ah ben, on se posait en fait. On se posait, je me posais avec les ouvriers de la ferme, avec les voisins. Et on discutait un petit peu, mais on faisait pas grand-chose. Et ça, c'est quelque chose euh, que je crois qu'on devrait parfois réapprendre aussi à profiter du temps présent, à simplement être là, entre guillemets rien faire, mais en fait, on fait beaucoup de choses. On écoute, on observe, on est bien. Voilà. On revient à l'essentiel. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu vraiment un coup dur là-bas où tu t'es dit waouh quoi? Alors, on m'avait toujours dit, hein, après 6 mois, c'est le coup dur. Entre 3 et 6 mois, on appelle ça le syndrome de la valise ou la vallée des larmes, c'est-à-dire qu'on veut rentrer, on n'en peut plus, il n'y a rien qui marche, toutes les désillusions arrivent. Donc au début, on est émerveillé partout, tout va bien, la nourriture est différente, c'est chouette, c'est un peu exotique. Et puis c'est vrai après 3 4 mois, on commence à comprendre, ça commence à être plus difficile. Mais je dois dire que j'ai pas trop eu ça. J'ai eu la chance d'être dans un projet qui tournait. Donc une ferme pédagogique pour paysans avec une production de lait. Donc il y avait 26 vaches laitières, il y avait une dizaine de truies, il y avait 900 poules pondeuses. Et donc on donnait des formations aux paysans théoriques mais aussi pratiques sur la ferme en elle-même. Avec le lait des vaches, on faisait du fromage, donc le meilleur camembert de Madagascar. Alors bon, c'est peut-être pas très compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais quand on est 2 ans en coopération développement comme ça, manger un camembert, c'est vraiment appréciable. Euh, et, euh, et donc, on avait donc toute cette petite ferme à faire tourner, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de travail, beaucoup de projets. J'étais le premier vétérinaire à venir sur la ferme. Il n'y avait pas de vétérinaire dans la région, si ce n'est deux, trois qui avaient été formés à l'époque soviétique en Ukraine ou en Russie, je ne sais plus très bien. Mais malheureusement, les paysans, ils ne savent pas payer un vétérinaire. Donc, ces vétérinaires ne font que du commerce de médicaments. Et donc, il y avait toute vraiment une demande, un besoin sur place de former des techniciens capables de réagir aux urgences au niveau vétérinaire et de donner des conseils. Et donc, je passais mon temps dans la brousse à aller voir les paysans pendant la traite à 4 5 heures du matin, donner des conseils, vérifier aussi la qualité du lait puisqu'ils nous livraient une partie de leur lait. On avait un projet de microcrédit vache laitière, donc on donnait une vache à crédit, ce qui permettait. Une vache là-bas, ça coûte 1 000 euros, comme ici, plus ou moins. Donc pour un paysan qui gagne environ 50 euros par mois avec 8 enfants à charge, 50 euros, c'est rien du tout. Jamais il peut se payer une vache laitière. Et donc, grâce à ce projet de microcrédit, parce que les pauvres, on ne leur prête pas d'argent, malheureusement, alors qu'il y a quand même de nombreuses études qui ont montré qu'ils remboursent globalement beaucoup mieux que les riches. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça, je veux dire, c'est un fait, il faudrait y travailler. Donc, on avait ce petit projet de microcrédit vache laitière qui permettait vraiment, je m'en suis rendu compte au bout de quelques temps, parce qu'il faut voir l'évolution des choses, ben, à des paysans de s'en sortir, de sortir de la pauvreté. Parce qu'avec cette vache qui était gestante qu'on leur donnait, eh ben, ils avaient rapidement un veau, donc une production laitière, donc un petit élevage. Et donc avec 2 vaches là-bas, ils sont déjà beaucoup plus riches que la plupart. Juste pour donner un petit exemple chiffré, mais 10 litres de lait, ça équivaut à quasi le double du salaire journalier d'un ouvrier. Et donc avec une vache qui produit 10 litres, là-bas c'est une moyenne honorable. Eh bien, il s'en sortait 2 fois mieux qu'un ouvrier, je veux dire, classique. Donc c'était vraiment un projet qui permettait aux gens de les sortir de la pauvreté. Du coup, je me suis pas du tout ennuyé, j'ai pas du tout eu cette désillusion globale, mais c'est vrai que parfois des gros moments de découragement, parce qu'on est confronté à la mort beaucoup, beaucoup plus. Un enfant de 15 ans à côté qui est mort du diabète à 15 ans. Un ouvrier, enfin un voisin qui était en train de mourir parce qu'il n'avait pas 5 euros pour aller au centre de santé alors qu'il avait 2 enfants de 2 ans, 3 ans. Des injustices tout le temps. La corruption de la police qui tout d'un coup arrête un camion, prend tout le chargement du camion ou demande un million d'arrière, ce qui équivaut à quelques centaines d'euros de
de corruption, en fait, pour laisser passer le camion. Et donc, tous des gens qui veulent se battre qui se battent pour essayer entre guillemets, un peu survivre et de s'en sortir. Et puis qui, à cause d'injustices énormes, n'y arrivent pas. Donc ça, c'était tout des éléments qui étaient assez durs. Récemment, j'ai un enfant qui était là-bas, avec qui je jouais souvent au football, qui faisait partie d'une petite famille juste à côté de la ferme, avec qui on s'entendait très très bien, qui est décédé d'une pneumonie. Alors, enfin, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, c'est tous des moments qui sont souvent difficiles. Et alors, par rapport au fait d'être loin, quand même, il y a aussi des choses qui se passent en Belgique et voilà, pour lesquelles on n'est pas là. On voit quand même moins les amis. On est quand même parfois un peu en manque d'affection de manière générale, d'activité sociale un petit peu, parce que il n'y a rien à faire, même si là-bas j'ai été quand même assez vite, je trouve, intégré. Je parlais malgache, en tout cas ce qu'il fallait pour parler aux ouvriers, avoir une conversation. Et donc c'était avec plaisir que je me promenais dans la brousse, que j'allais dire bonjour à l'un à l'autre, que je rentrais dans la famille, qu'on mangeait une assiette de riz, qui m'invitaient à leur mariage, à la communion des enfants. Et donc c'est tous des moments qui ont été magiques. Mais voilà, on est quand même on a quand même chacun nos racines, et donc je dois dire que la Belgique me manquait parfois aussi un petit peu. Et maintenant, tu es à nouveau à Woluwe, De retour à Woluwe. de retour. Et là, tu as créé avec d'autres personnes la ferme d'Anjou. Oui, tout à Alors, fait. je suis allée la visiter, j'étais assez impressionnée. Je m'y suis trouvée vraiment super bien. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être ailleurs, en fait. Vraiment. On n'a pas l'impression d'être dans la ville. Alors, tu peux nous dire comment elle est née, cette ferme? Oui, alors je pense qu'elle est née en fait suite, entre autres, à cette expérience à Madagascar. En fait, ce constat, comme je disais au début, que ce soit en France, en Belgique, ici chez nous, les agriculteurs, ou au sud, eh ben, ils n'arrivent pas à vivre dignement de leur production. Alors bon, il ne faut pas faire de généralité, il y en a qui s'en sortent, mais globalement, il y a un vrai problème au niveau de l'agriculture, alors que c'est cette agriculture qui doit nous nourrir. Et donc à un moment donné, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait? Parce que le système va droit dans le mur, on n'y arrivera pas. Et malheureusement, je pense que la crise actuelle du coronavirus euh, nous l'explique encore de manière assez forte, hein. C'est vraiment la destruction des écosystèmes, parce qu'on est devant un système ultra intensif qui avance, mais malheureusement qui détruit aussi. Et donc on en vient à des crises. Mais bon, c'est pas tout à fait l'objet de la question maintenant. Et donc moi j'ai beaucoup réfléchi à cette question de l'alimentation, et surtout à dire qu'est-ce que je peux faire moi en tant que vétérinaire? Quel est mon rôle là-dedans? Alors, je peux soigner les animaux, mais je constatais que j'allais soigner un veau, puis le lendemain, suis juste à côté. Et puis le surlendemain, je suis encore d'à côté. Et donc, c'est de manière globale qu'il faut aussi repenser le système. C'est pas évident, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Alors, en rentrant de Madagascar, j'ai travaillé dans des ONG, parce que voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, on peut sensibiliser, on peut informer, on peut faire du lobby, on peut essayer de faire bouger les choses. Et j'ai été engagé chez Vétérinaires sans frontières. Mon rêve de Mhm. gamin, mais pas en Afrique, au siège à Bruxelles, pour faire de la sensibilisation, de ce qu'on appelait à l'époque l'éducation, c'était l'éducation au développement. Mais maintenant, on appelle ça plutôt l'éducation à la citoyenneté mondiale. Et donc, c'était vraiment parler des thématiques du type le changement climatique, la souveraineté alimentaire, l'élevage paysan, les avantages, les inconvénients, et donc de faire du lobby par rapport à ces questions-là et de sensibiliser le grand public, qui finalement, tout le monde est acteur en fait du monde dans lequel il vit. Et tous les jours, quand on, quand on achète quelque chose, nous, on doit se nourrir. Et sinon, on ne peut pas vivre. Mais on constate que une certaine agriculture a du mal à s'en sortir, et pourtant cette agriculture doit aussi nous faire vivre pour nous nourrir. Et donc en achetant de manière consciente, finalement on vote pour le monde dans lequel on veut vivre demain, parce que on est d'accord avec le fait soit d'acheter de la nourriture qui est produite n'importe comment, et qui a de qualité médiocre, qui a des impacts considérables en termes environnemental, social, ou même en termes de notre santé, ou alors on peut acheter un peu différemment et se dire, bah, tiens, en faisant un effort pour acheter ce type d'aliment, eh ben, je sais qu'il est produit dans de bonnes conditions, que les personnes sont rémunérées dignement. C'est même pas qu'ils s'enrichissent, hein, ils sont rémunérés dignement pour leur travail. Et en plus, ce sont des produits qui sont corrects pour ma santé et la santé publique. Et donc, cette question, cette notion de consomme-acteur, qui me paraissait très intéressante et que j'ai travaillé pas mal dans les ONG.
Et alors, il y a eu, il y a 2-3 ans maintenant, là, un petit peu les manifestations pour le climat. Et donc tous les jeunes étaient dans la rue à dire on veut que ça change. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça, avec deux interrogations. La première, c'était de me dire mais oui, ils ont raison. On a raison, parce que je me mettais dedans. Il faut que ça change, ça ne va pas. Comment est-ce qu'on peut le faire de manière concrète? Parce qu'évidemment, manifester, c'est très bien. Si après, il n'y a rien qui se passe, c'est quand même pas si bien que ça. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup interrogé, c'était de savoir où était la jeunesse issue des milieux moins favorisés dans ces manifestations. Et assez manifestement, elle n'était pas là. Pas que je pense qu'elle ne s'y intéresse pas, mais c'est juste qu'elle a peut-être d'autres priorités. Et donc, il y avait une question de justice environnementale, mais aussi une question de justice sociale assez importante. Et je suis persuadé qu'on n'arrivera pas à avancer sur cette question du dérèglement climatique, et donc de la régler en partie, si on n'avance pas en même temps sur les questions sociales dans notre pays. Et pour moi, les deux sont intimement liés. Et donc, je me suis dit à un moment donné, mais comment est-ce qu'on réagit concrètement par rapport à ça? Parce que faire de la politique, je ne vais pas dire le contraire, c'est déjà quelque chose. On peut faire réellement bouger des lignes. Maintenant, on peut aussi le faire dans son quartier. On peut aussi se dire, bah, tiens, qu'est-ce que moi je peux faire en tant que citoyen pour faire bouger les choses? Et là est venue cette idée de création d'une ferme d'animation qu'on voit comme un outil qui permet de reconnecter notre public, alors principalement des enfants pour commencer, c'est quand même eux l'avenir du pays, du monde, mais un outil qui permet de reconnecter ces enfants à la Terre. Parce que pour moi, finalement, une des conclusions que j'ai eues de toutes mes expériences, c'est qu'on est de plus en plus déconnecté de la Terre. C'est un peu imagé, mais c'est très vrai. On n'a plus le temps de cuisiner. Mais pourtant, manger, cuisiner, c'est vivre. Mais comme on n'a plus le temps, on achète des produits qui sont tout faits, tout mélangés, avec plein d'additifs. Finalement, alors on tombe un peu malade. Et donc, comme on est malade, ben, c'est la sécurité sociale qui doit nous prendre en charge. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Et donc voilà, je crois que cette reconnexion à la Terre, c'est vraiment un élément qui est fondamental pour notre société, qui va peut-être trop vite, qui n'a jamais eu autant de moyens de communiquer, mais qui communique, qui n'a jamais aussi peu communiqué finalement. Et donc de prendre le temps de parler de nous, de parler de l'environnement, de notre contact à la nature, aux animaux, du respect qu'on peut avoir les uns avec les autres, c'est quelque chose qui me paraissait vraiment fondamental. Et par ce projet, c'est ce qu'on souhaite vraiment réaliser. Alors vous donnez des stages cet été par exemple? Comme tout projet, ça prend un petit peu de temps à lancer. Alors on a créé l'ASBL avec quelques voisins, quelques amis, en septembre 2020, donc il y a quelques temps, quelques mois déjà. Et petit à petit, on propose de plus en plus d'activités, et entre autres, notamment, tout cet été, on propose des stages pour les enfants de 4 à 10 ans pour le moment. Alors, la plupart des stages sont déjà complets, puisqu'il y a une forte demande, on ressent ça. Il reste encore quelques places au mois d'août notamment. Et donc notre idée, c'est à travers ces stages, permettre à ces enfants d'être voilà, reconnectés à la nature, au milieu de la nature, avec nos animaux. On a des poules, on a des moutons, on a des lapins, et avoir en fil rouge de ces stages la thématique de l'alimentation durable. Pour que dès le plus jeune âge, ils puissent se dire, bah, tiens, euh, petite parenthèse, il y a quelque chose qui m'avait frappé, c'est que une étude qui était sortie qui disait par exemple, si vous demandez à un enfant, c'était en Angleterre, un enfant de 12 ans de trouver des poireaux dans un supermarché, il ramenait une boîte de conserve. Et là, on se dit qu'il y a un C'est problème. inquiétant, oui. Voilà, il y a un problème. Et donc de reparler, de dire aux enfants, mais d'où vient la nourriture qu'on consomme? De leur parler aussi du respect des animaux. Comment sont élevés les animaux de manière générale? On sait que l'élevage intensif, c'est quand même pas quelque chose de souhaitable. Euh, et donc voilà, voilà à quoi on veut arriver avec ces groupes, avec ces enfants, à travers ces stages. Alors notre envie, c'est vraiment de pouvoir rendre le projet le plus accessible possible. Malheureusement, il faut quand même reconnaître que c'est pas toujours évident quand on lance un projet, parce qu'il faut quand même rémunérer les gens aussi qui participent au projet, les animateurs. On doit acheter quand même pas mal de matériel, on doit aménager un petit peu les locaux et autres. Mais c'est un objectif qu'on a en tête, qui est très présent, et on va essayer d'améliorer petit à petit, avec normalement le démarrage de journées scolaires aussi en septembre. Donc on passe une phase plus professionnelle, et on a récolté un peu d'argent qui nous permettent de financer quelques jours semaine pour une animatrice, ici en l'occurrence, et pour lancer ça de manière plus professionnelle. Parce que pour l'instant, on fait tous ça nos week-ends, nos soirées, donc on est très occupé, mais ce n'est pas durable dans le temps. Il faut qu'on puisse rendre ça de manière plus professionnelle. Je me permets de faire un petit appel aussi, s'il y en a qui nous entendent et qui auraient des idées de subsides, de subventions, pour avoir le petit coup de pouce qui nous permette de démarrer de manière plus tranquille. Ce serait avec grand plaisir. Alors ce qui est très drôle, c'est que tu es politicien et c'est toi qui demandes ça.
Ouais, exactement, exactement. Ben, je le demande au niveau, en tant que citoyen, et c'est vrai qu'au niveau politique, je crois que c'est cette sensibilisation des enfants au respect de la nature, au respect de l'environnement, c'est quelque chose qui doit être poussé aussi au niveau politique. C'est une idée que j'avais entre autres soumis au niveau des programmes électoraux, mais le fait d'avoir euh, au niveau des programmes scolaires du- des cours de respect à la nature, de respect à l'environnement, respect des animaux, de mieux comprendre tout ça, c'est quelque chose qui me paraît très très intéressant. Non, mais c'était pour te taquiner, puis c'était aussi pour t'expliquer parce que voilà pourquoi tu es là. D'un, c'est comme je te disais, mais ça fait partie de ton parcours. Tu es politicien effectivement, mais pour moi, tu es vraiment la figure du politicien et ce que voilà, c'est important. Tu es un vrai citoyen et c'est là que tu fais ta politique en fait. Et tu fais des choses tous les jours. Et donc chapeau parce que je pense qu'avec des personnes comme toi, je pense qu'enfin les choses vont bouger. Je l'espère vraiment. Merci. Donc vraiment chapeau et c'est pour ça que je voulais absolument t'inviter. Alors, bon, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais quand même te parler encore de deux choses. C'est que tu te bats, on parlait de l'alimentation, et puis ben, le sucre, justement, tu en as beaucoup parlé, donc c'est quelque chose qui est important de sensibiliser. Oui, tout à fait. Bah, deux, trois petits chiffres. On a à Bruxelles 15% de la population qui est obèse et près d'une personne sur deux qui est en surpoids. Et un élément qui me frappe hein, par rapport à tout mon parcours, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un paradoxe au niveau mondial. On a plus de gens qui sont suralimentés que de gens qui sont sous-alimentés. Et donc là, il faut qu'on s'arrête 2 secondes, qu'on prenne un peu de recul et qu'on se dise, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Comment c'est possible? Et donc le sucre, c'est quelque chose à laquelle je me suis un petit peu attaqué parce que j'ai fait une expérience il y a quelques années qui m'a assez marqué, fortement marqué, pardon. Je me suis passé de sucre ajouté, hein, on parle bien de sucre qui est ajouté de manière industrielle dans les produits, pendant un mois. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, j'étais dépendant au sucre. Et donc les premiers jours, les premières semaines, ça a été très dur. J'avais un phénomène de manque. Et je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie d'être esclave d'un produit, du sucre en l'occurrence, et de ne pas être libre en fait de manger ce que je veux, parce que je suis toujours attiré vers du sucre. Et donc on pense qu'on est libre, mais en fait, quand plus on mange du sucre, plus on aura envie d'en manger, et plus on en mangera. Et donc ici, je crois qu'il y a vraiment un rôle du politique, parce que ce sucre, il coûte, enfin, quand je dis ce sucre, c'est cette consommation excessive de sucre, on va dire. Elle coûte très cher à la société, hein. On estime que 1 à 2% du PIB en Belgique est utilisé pour contrer les effets négatifs d'une consommation excessive de sucre. Bon, alors, diabète, maladies chroniques, les caries, ça entraîne aussi de la perte de concentration au niveau des enfants. Et donc là, je me dis, ben, nous, en tant que politique, on doit réagir. On ne peut pas continuer euh, voilà, en fermant les yeux, en se disant, bah oui, mais moi aussi j'aime bien manger ma barre de chocolat et mon soda et boire un soda de temps en temps, mais ça n'empêche que ça a des conséquences très graves. Alors effectivement, on pourrait encore parler de plein de sujets. Moi, je pense que le mieux, c'est que vous alliez découvrir Jonathan de Patoul parce qu'il a aussi créé ben, les poules en ville. Donc ça, c'est en deux mots. Tu peux nous en dire un peu plus? Mais en 2 mots, alors moi j'ai toujours eu des poules à la maison, c'est quelque chose c'est un animal que j'aime bien, que j'apprécie, et c'est un animal qui est extrêmement sympathique et qui n'est pas toujours très bien connu. Ça vous amène un petit peu de campagne en ville, deux, trois poules dans le jardin, ben ça amène, pour les enfants, c'est extraordinaire, ça amène beaucoup de gaieté, beaucoup de sympathie, alors ça amène des œufs, et donc c'est réfléchir aussi à sa consommation, de dire, ben moi j'ai envie de manger une alimentation dont je maîtrise un petit peu les tenants et les aboutissants, si on peut dire comme ça. C'est un animal qui recycle, parce que vous pouvez lui donner tous vos déchets, vos biodéchets, vos déchets de table. Et donc, j'ai trouvé que c'est quelque chose qui était intéressant à partager. Donc, j'ai créé parce que c'était un petit peu à la mode, un webinaire sur les poules en ville. Et avec le confinement, en fait, j'avais beaucoup d'amis qui me posaient des questions de gars, mais t'es vétérinaire, on aimerait bien avoir une poule ou deux, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que quand on est dans le métier et qu'on a toujours eu des poules, ça nous paraît évident, hein, rien de compliqué. Mais le fait de partager ça, ça a été fort suivi et il y a eu beaucoup d'intérêt. Et de ce que j'ai entendu, en fait, il y a vraiment une augmentation du nombre de poules à Bruxelles et je m'en réjouis vraiment. Ah bah oui, ça fait plaisir. Alors, quelles sont les petites étincelles qui te font vibrer? Mais bon, c'est peut-être un petit peu présomptueux de dire ça, mais ce qui me fait vibrer vraiment, c'est de me dire qu'on peut changer les choses, que c'est possible, que je l'ai vu, que je l'ai constaté à des petites échelles, mais avec des micro-projets. Et donc,
qu'il y a de l'espoir en fait. Et c'est vraiment motivant, c'est de se lever le matin en disant, ben oui, on peut évoluer, on peut créer, on peut imaginer une société qui est plus durable, plus apaisée, c'est possible. Alors, c'est vrai que l'actualité nous rappelle presque tous les jours que c'est compliqué, mais elle ne rappelle peut-être pas assez qu'il y a des initiatives, qu'il y a des chouettes projets, qu'il y a des personnes qui sont porteuses de sens, qui avancent. Et je crois que c'est à ça qu'on doit se raccrocher. Eh bien, merci Jonathan. Et je vous jure, c'est un vrai qui est devant moi. Il a même pas de téléphone portable, donc il est égal à lui-même. Merci beaucoup Jonathan.